Tu veux jeter un coup d'œil au pliage courbe? Waouh! T'as vu cette pieuvre? Le détail des ventouses sur les tentacules, c'est très réaliste. Eric et Martine de Maine admirent les splendides origamis exposés à la Convention internationale Tanteidan à Tokyo. Super. C'est les travaux de Barry Hayes. Toujours le même point de départ. Une seule feuille de papier, un nombre incalculable de plis et au bout du compte, une infinie variété de créations. Ça aussi, dis donc. C'est vraiment bien pensé. Cette posture très expressive et comment il a traité le dos voûté, c'est dingue. Mais Eric et Martine de Maine ne sont pas seulement des origamistes venus des États-Unis. Martine, le père, enseigne les arts plastiques au MIT à Boston. Et Eric, lui, est chercheur en mathématiques et informatique appliquée dans ce même fameux institut. Tous les deux sont des références incontournables de la planète origami, reconnus pour leur rapport artistique et scientifique. Avec mon père, nous combinons l'art et la science grâce à l'origami. L'origami m'a offert un défi géométrique très intéressant. L'idée de n'avoir comme seule matière qu'une seule feuille. Et tout ce que vous pouvez faire avec, c'est la plier sans la couper. Vous ne pouvez pas étirer cette matière ni la croiser sur elle-même. Ces règles paraissent très simples. Et pourtant, j'imaginais toutes les possibilités artistiques que pouvait offrir l'origami. C'était très puissant. Eric et Martine profitent de la convention pour rencontrer la légendaire Tomoko Fusé, vénérée dans l'art de l'origami comme un trésor national du Japon. Eric est ému. Il a découvert l'origami grâce aux ouvrages de Tomoko. Et soudain, les voilà qui évoquent des projets en commun. Art et sciences se rencontrent et s'inspirent mutuellement. C'est l'image même de cette nouvelle ère, en train de s'ouvrir dans l'histoire de l'origami. Et bientôt, nous travaillerons ensemble. Créer quelque chose. Oui, créer quelque chose. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, oui. Depuis sa maison traditionnelle, accrochée à une montagne de la préfecture de Nagano, Tomoko Fusé réfléchit, plie, invente de nouveaux types d'origami. Dans le calme, elle apporte patiemment sa modernité à l'art du pliage. Ces dernières années, la science commence à s'intéresser de près à son travail. Tout comme Eric de Maine, de nombreux scientifiques sont captivés par les énigmes géométriques générées par l'art du pliage. Les modèles en papier comme ceux de Tomoko sont de véritables casse-têtes pour mathématiciens, mais aussi d'incroyables sources d'inspiration si vous cherchez à mettre au point des structures transformables, légères et modulables, faites d'un seul tenant. Quelques plis sur une feuille et une structure prodigieuse surgit. Au nord du Japon, l'université d'Hokkaido disparaît sous le givre et la neige. C'est là que la jeune et talentueuse ingénieure Kaori Kuribayashi mène ses recherches dans le domaine des nouveaux outils médicaux. Inspirée par une création de Tomoko Fusé, Kaori a eu l'intuition qu'un origami pouvait améliorer l'un des outils incontournables dans le traitement des maladies cardiovasculaires, les stents, ces petites prothèses insérées dans une artère afin de la rouvrir mécaniquement et lui redonner un diamètre normal. Les limites des stents classiques? Ils combinent plusieurs matériaux dont du métal et demandent des manipulations délicates pour être correctement installés. Le stent de Kaori simplifierait tout ça. Je cherchais un modèle particulier qui pouvait changer de diamètre. Vous voyez là, quand on le replie comme ça, le diamètre est vraiment petit. Mais quand on élargit le diamètre, ça le rend plus grand. C'est vraiment ce que je recherche.
Nous pouvons le mettre à l'intérieur de notre corps, comme ça, en utilisant un cathéter. Et ensuite, une fois qu'il a atteint une certaine position, nous pouvons l'ouvrir comme ceci. Le stent origami serait d'un seul tenant et fait d'une matière se dilatant à la température du corps. Une fois libéré et en position, le stent se déploierait sans aucune manipulation. Nous devons donc avoir ce modèle en particulier, ce modèle d'origami, pour produire ce nouveau type de stent. Ce schéma de pliage est appelé pineapple pattern ou encore concombre de mer. C'est une seule feuille de papier avec tous ces plis à effectuer. Ainsi, le pliage astucieux d'une petite feuille de papier ou d'un matériau approprié pourrait-il sauver des vies? L'essentiel se joue ici dans ce que les origamistes appellent le schéma de pliage. Un schéma dessiné sur la feuille initiale et qui indique la marche à suivre, quel pli et dans quel ordre. En suivant le schéma de pliage pas à pas, on passe de la feuille plane à la forme en volume, de la 2D à la 3D. Et les schémas possibles semblent infinis. Seule l'imagination serait la limite. Une belle création humaine. Mais d'ailleurs, est-ce seulement le fruit de la création humaine? L'architecte et designer Biruta Kresling développe à ce propos une étonnante approche. Même s'il faut quelques minutes pour préparer la démonstration, Biruta affirme pouvoir créer un origami très complexe en moins d'1 seconde. D'ailleurs, elle appelle cela un origami instantané. Avec les cônes en papier que nous avons compressés, nous avons créé un modèle d'origami instantané, une structure pliée qui se produit automatiquement sans aucune intervention particulière, spontanément en 1 seconde. Ce cône de papier écrasé suit une spirale logarithmique qui est typique dans la nature, lors des phases de croissance pour tout ce qui se développe en forme de tube ou de cône, comme les pommes de pin. Grâce à cette expérience, Biruta Kresling nous révèle que le pliage semble être au cœur de l'organisation naturelle de la matière. Et il ne s'agit pas d'une coïncidence isolée. Biruta a trouvé quantité de ces origamis instantanés, suivant différents schémas de pliage. Qu'il s'agisse de géométrie complexe ou bien de la plus élémentaire simplicité, c'est bien la nature, l'origamiste. Je regarde la végétation naturelle là, qui maintient le talus. Et donc il y a une diversité incroyable. Et donc c'est des sources d'inspiration. On voit des plis, effectivement, du plus simple ici sur certaines graminées qui sont structurées autour d'un seul pli, qui leur donne quand même une structure. Voilà, on appellerait ça du froissage parallèle, avec des lignes qui sont parallèles tout le long. Là, c'est un peu tôt encore, mais enfin bon, les plis, on les voit déjà. Hein. On voit la naissance de tout ça. Depuis son atelier sur les flancs d'un vallon de Corrèze, Vincent Floderer observe la nature tout en explorant les frontières de l'origami depuis déjà 2 décennies. Et il a découvert une façon surprenante de plier le papier, en le froissant. Ce qui implique quelques libertés avec le dogme de l'origami traditionnel. Origami, ça veut dire papier plié. Je fais rien d'autre que plier du papier, y compris quand je le froisse. C'est-à-dire qu'on fait un pliage avec beaucoup de plis. Un froissage, c'est un pliage qui comporte des centaines, des milliers, des millions de plis dans certains cas. Donc c'est difficile de dire à partir de quelle limite c'est un pliage ou ça n'en est pas. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est 100, c'est 200, c'est 1000, c'est 2000 plis. C'est quoi? De toute façon, c'est de même nature, il s'agit de plis. Les papiers froissés de Vincent, avec leurs milliers de plis, sont venus conforter l'évidence d'un lien, celui entre plis et nature. Bien sûr, un champignon ou une pomme de pin, c'est un peu plus que du papier plié. La nature ne plie pas forcément comme Vincent. Mais les analogies de forme, de texture, sont troublantes. J'ai un exemple dans les mains, là, c'est pas mal. Pour moi, ça, c'est une suite de rectangles, voilà. Donc ça ressemble quand même étrangement à un cône, un strobile, on dit, de pommes de pin. Ça fait même un peu le bruit quand on l'écoute. Et
Voilà, si je déplie ce modèle, voilà, j'ai une suite de rectangles. C'est une pure construction géométrique qui va s'auto-organiser de cette façon-là. Toute cette technique de froissage est basée là-dessus. Donc ici, ça ressemble furieusement aussi à une éponge, hein. Ce sont des formes donc, qui sont élastiques, qui sont modulables. Et pour moi, ça, c'est une suite, en fait, c'est un pavage d'hexagones. Ça permet d'évoquer des questions comme celle qu'on appelle le phénomène de convergence, où on va retrouver, par exemple, dans deux milieux totalement opposés, par exemple, le milieu marin et le milieu forestier, on va retrouver des formes qui sont similaires. Certains coraux, par exemple, ressemblent beaucoup à certains lichens ou à certains champignons. Ils ont exactement la même structure. Ils ne sont pas faits avec le même matériau, mais ils ont la même architecture, on va dire. Question vraiment d'architecture aussi dans ce domaine. Il semble donc qu'il existe une architecture naturelle reposant sur le pli. Mais si tel est le cas, pourquoi ce recours au pli? Quel avantage la nature aurait-elle à pratiquer l'origami? Et comment peut-elle produire des schémas de pliage aussi complexes? Tout comme le nord du Japon, Boston est encore sous plusieurs mètres de neige quand nous rencontrons le professeur Mahadevan. Il nous conduit au cœur de l'arboretum d'Harvard, où il espère nous montrer les repliements de certaines feuilles d'arbres en cours de croissance. Mathématicien de formation, il est surtout un inlassable admirateur des inventions de la nature. Mais cette année, l'hiver s'attarde et les bourgeons refusent de s'ouvrir. L'origami en tant que forme d'art existe depuis assez peu de temps. Mais la nature a associé l'origami à beaucoup de systèmes différents. Et l'un de ces systèmes, ce sont les feuilles. Et particulièrement, si vous regardez les feuilles de charme ou de hêtre, vous voyez que ces feuilles sont essentiellement fermées dans leurs bourgeons d'une manière semblable à l'origami. En fait, si vous regardez un bourgeon de feuilles de charme ou de hêtre, vous constaterez que les schémas de pliage ont une structure plutôt semblable à ceci. La situation idéale aurait été que vous voyiez une feuille de charme ou de hêtre à l'intérieur de son bourgeon, avec une forme semblable à celle que je montre ici dans ma main. Si j'avais ouvert le bourgeon, je me serais attendu à voir une petite version de cela. À Paris, le printemps est plutôt précoce. Et il permet à Biruta Cressling d'admirer le déploiement des feuilles de charme et de tant d'autres espèces que Mahadevan cherchait dans le froid de Boston. Voilà qui confirme les hypothèses des chercheurs quant au schéma de pliage utilisé par la nature en pareil cas. Un type de pli en particulier est omniprésent. Il s'agit du Miura-ori, selon le nom du maître japonais de Biruta, le professeur Koriyo Miura, qui fut le premier à le mettre en lumière. Et ce Miura-ori semble rencontrer un succès fou dans la nature. J'ai découvert ce qu'est le Miura-ori avec ses veines et ses plis très réguliers. Et si maintenant nous regardons le principe, vous pouvez vraiment voir qu'une feuille est simplement un détail d'un pli Miura-ori avec une veine centrale ici et un pli qui part sur le côté. Mahadevan s'élance vers le tableau noir pour montrer comment la nature joue les origamistes en parvenant à plier du Miura-ori. Envisageons la feuille comme une surface relativement fine. Et maintenant, elle grandit. Elle grandit, potentiellement dans les deux directions. Donc si elle grandit dans les deux directions, la feuille grandit plus vite que son support, son substrat. Si elle grandit plus vite que son support, comme je vous le montre là avec ces flèches roses, alors le support compresse la feuille. Il y a alors deux possibilités. La première possibilité pour la feuille est de se courber dans les deux directions et donc de former quelque chose qui ressemble à la surface d'un ballon, par exemple, relativement petit. Mais si la feuille fait ça, alors elle exerce une forte traction sur le substrat. C'est une loi physique.
Et cela s'avère très coûteux énergétiquement. Mais il y a une autre solution, celle qui conduit à de petites courbures, mais plus nombreuses. Et comme bien entendu la compression se fait dans les deux directions lors de la croissance, les courbures se forment aussi dans la direction opposée. Donc nous avons des courbures dans les deux directions. Nous avons des courbures aiguës, entre lesquelles la feuille reste plate. Le résultat de tout ça, c'est cette structure. Voilà qui explique que ce schéma de pliage origami est la conséquence d'une croissance sous contrainte, sous la tension exercée par le support, car toutes les couches vivantes ne grandissent pas simultanément. Enfin, il y a la finesse de la surface qui joue. Ainsi donc, ces géométries complexes que l'on croirait dessinées par l'homme proviennent-elles de contraintes physiques? L'une des principales contraintes que le pliage origami permet de résoudre, c'est le problème de place pour développer ou contenir une structure vivante. L'origami sait faire petit et plat, puis au contraire en se dépliant, faire grand, 4 fois et demi plus grand dans le cas d'une feuille en muraori. La nature crée du muraori et des dizaines d'autres schémas de pliage que la recherche ne cesse aujourd'hui de mettre au jour. Le Pineapple Pattern, aperçu avec Kaori, le Pinecone Pattern, et même le Twist Buckling Pattern. La nature plie donc de manière compulsive, et pas seulement chez les végétaux. Rien de mieux par exemple que quelques plis d'origami pour déployer plus rapidement une aile, ou réduire la place qu'elle occupe une fois repliée. Je la déplie. Voilà. On a cette aile assez grande et très belle. Et je vous montre maintenant le mouvement inverse. Quand je la plie, elle part de l'autre côté et se retrouve comme retroussée. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Juste pour vous montrer la façon dont l'aile fonctionne, ça, c'est l'aile pliée, puis elle s'ouvre, quelque chose comme ça. Ça, c'est mon aile ouverte. Et voilà mon aile fermée. Vraiment magnifique. Ce scarabée de Thaïlande. Ainsi, de façon récurrente, l'évolution a dû retenir les systèmes de plis, parce que cela permet de développer de très grandes surfaces à l'intérieur de tout petits espaces. Ce n'est donc pas surprenant de voir de l'origami dans les ailes d'insectes, dans les feuilles, dans l'intestin. Et si vous me permettez cette extrapolation, on peut même voir des systèmes de pliage semblables sur le cortex. Mahadevan et son équipe mettent au point des expériences afin d'étudier aussi la formation des plis dans les organes, dans le cerveau notamment. Ils cherchent à confirmer que c'est toujours ce même principe de croissance mis en évidence avec les feuilles qui est à l'œuvre. Ici, le modèle est composé de 2 couches de gel superposées. Plongée dans un solvant, la couche supérieure se dilate davantage que la couche interne. Mais retenue, freinée par la couche interne, elle se plisse. Alors soudain, les plissements du gel rappellent étrangement ceux de notre matière grise. Devant une telle récurrence des systèmes de plis, difficile de ne pas y voir les bases d'une architecture naturelle universelle. Mais si c'est à ce point universel, pourquoi le découvrons-nous seulement maintenant? Depuis Weimar, haut lieu de la culture allemande, un iconoclaste historien catalan, Johann Salas, interroge méticuleusement le passé de l'art du pliage. Lorsqu'on regarde de près cette bibliothèque, cette collection de documents dans plus de 30 langues, vous vous rendez compte que l'art du pliage a eu des développements très différents quant aux matériaux, aux schémas de pliage, aux formes, aux modèles, à l'esthétique.
Il n'existe pas un inventeur de la technique de pliage. C'est juste que c'est dans la nature. Et les gens ont voulu découvrir la nature. Et ils ont mis en œuvre leur propre technique de pliage, les ont développées et personnalisées. Et en réalité, ce processus a eu lieu dans chaque nation, dans chaque culture, pas dans une seule. Tout comme le papier ne vient pas uniquement de Chine, l'art du pliage ne vient pas uniquement du Japon. Il suffit à Johann Salas de choisir un livre de sa collection pour contrecarrer les idées reçues. Comme croire cet art indissociable de l'Asie, alors qu'il connaît aussi un développement considérable en Europe centrale dès la Renaissance, et même avant. Croire aussi que l'art du pliage a attendu le papier pour s'exprimer. Avant que le papier ne soit arrivé en Europe, les gens ont beaucoup plié sans papier. On a utilisé d'autres matériaux, par exemple le cuir, mais aussi le lin, des tissus de toutes sortes. Ça a été un échange culturel entre les différents pays en Europe, et cela depuis l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains se sont échangés non seulement les matériaux, mais aussi les techniques de pliage, les éléments symboliques et conceptuels, et ils les ont améliorés. Ce savoir a été transféré d'un pays à l'autre depuis des siècles. Ainsi, les hommes ne cessent-ils d'explorer la géométrie du pliage. Quelles que soient les communautés humaines, son esthétique et sa complexité requièrent un haut niveau de connaissance. En acquérir la maîtrise confère autorité et pouvoir. Car maîtriser la complexité du pliage, c'est chercher à égaler la nature, se mesurer à elle, en maîtriser les lois fondamentales. Même inconsciemment, les maîtres contemporains de l'origami ne sont-ils pas portés par ce même désir? Maîtriser les lois du pli, au moins aussi bien que la nature. Mais de quelle manière relève-t-il aujourd'hui ce défi? Demandons à l'un des pionniers de la révolution scientifique de l'origami, le mathématicien et plieur infatigable, Robert Lang. Son propre lien à la nature, il le régénère en arpentant les chênaies de sa vallée californienne. De retour dans son studio, Robert se lance dans un nouveau pliage. Aujourd'hui, une araignée, une veuve noire. Par ses travaux, il a bouleversé et radicalement modernisé l'art du pliage. La première étape de sa démarche reste néanmoins assez classique. Analyser et mesurer le modèle. Le simplifier ensuite sous forme de squelette, afin de pouvoir le transposer en un schéma de pliage. Mais là où Robert a tout changé, c'est en créant un logiciel appelé TreeMaker, capable de générer informatiquement les schémas de pliage. Ça, c'est un schéma de pliage pour l'araignée. Il y a les différentes parties. Vous pouvez voir grossièrement par la répartition des formes que chacun de ces hexagones représente bien les pattes. Donc il y a une patte, patte de devant, patte du milieu, patte arrière. Patte arrière, patte du milieu, patte de devant. Et au milieu, ce sera le corps. Autre innovation. Imprimer ce schéma de pliage sous forme de pointillés percés par un traceur laser. C'est en suivant ce tracé que Robert va pouvoir préplier l'ensemble de la forme. Avec Robert et ses logiciels comme TreeMaker, les mathématiques s'invitent dans le monde de l'origami comme jamais auparavant. Les maths ont eu une grande importance dans mon approche de l'origami. Je suis sûr que j'aurais quand même adoré ça. J'ai aimé l'origami pendant des années,
avant que je n'y associe les maths. Mais d'avoir la possibilité d'y appliquer les mathématiques, ça rend la chose beaucoup plus intéressante. J'ai commencé l'origami quand j'avais 6 ans. J'ai trouvé quelques instructions dans un livre, et coïncidence, c'était pour fabriquer une araignée. Une araignée bien plus facile que celle-ci, mais je suis devenu accro. Et je pense que la chose qui m'a accroché était l'idée que tout ce dont vous aviez besoin était une feuille de papier et un certain savoir. La connaissance de la technique de pliage, rien d'autre. Vous n'aviez pas besoin d'autres composants supplémentaires qui pourraient s'user. Juste le papier, et le papier était disponible n'importe où. Cette araignée a quelque chose de commun avec la plupart des autres figures d'origami, y compris la toute première figure que j'ai pliée. Mais même après toutes ces manipulations, ça reste un simple carré de papier. Robert Lang a ouvert la voie en créant les premiers algorithmes de pliage, les premiers outils informatiques qui offrent un énorme gain de temps et la maîtrise de cette incroyable complexité. Mais la soif de maîtrise pousse plus loin encore, vers le Graal de l'origami, pouvoir tout plier. C'est ce que cherche le designer et informaticien Tomohiro Tachi. En duo avec Eric Demain, il met au point le système Origamizer, le premier logiciel capable de produire le schéma de pliage de n'importe quelle forme en 3D, même la plus complexe. Cependant, pour Tomohiro, le Graal était plutôt une théière. L'objectif était donc de faire n'importe quelle surface polyédrique à partir d'une feuille de papier. Et j'ai essayé de suivre une voie purement géométrique pour construire cela. Et voilà ce que ça donne. Donc, ceci est plié à partir d'une seule feuille de papier, et je l'ai plié en 2006. La théière est très connue de la communauté des infographistes. Il s'agit d'une sorte de modèle test. Cela m'a pris beaucoup de temps pour la concevoir. Mais je savais qu'après avoir réussi à plier cette théière, il était presque possible de tout plier. Alors, lançons Origamizer. Eric nous décrit le principe de base à l'aide de 3 carrés formant le plus simple des volumes, comme une moitié de cube. Le défi informatique ici, créer un schéma de pliage en 2D sur une simple feuille. Un schéma qui organise le papier de sorte qu'une fois plié, seule la forme désirée est apparente. La matière en trop est cachée. J'ai imprimé ce modèle. Il ressemble à ça. J'ai changé un peu les couleurs. Donc nous avons les 3 carrés et nous avons quelques plis pour se débarrasser de la matière au milieu. Faisons un peu de pliage. Alors, l'idée principale est assez simple. Nous plions le long de ces bissectrices pour mettre les 2 bords des 2 carrés ensemble. Quelque chose comme ceci. Les 2 carrés sont bons. Rassemblons les 3 à la fois, c'est un peu plus délicat. Donc nous avons fait exactement ce que nous voulions. Je suppose que j'ai un peu de matière supplémentaire ici. Je peux juste la replier. C'est pas mal. Les algorithmes qu'Eric et Tomohiro mettent au point sont en fait des outils d'organisation de la matière. À partir de n'importe quelle surface, il sera possible de créer une forme en 3D. Une seule matière première, une seule pièce, un seul procédé, le pliage. C'est une façon de fabriquer totalement nouvelle, proche des processus naturels et offrant d'immenses perspectives. Eric et moi prouverons que toute forme est pliable à partir d'une feuille de papier. Donc, oui, nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Eric et Tomohiro ne sont pas loin du but. En attendant, grâce à leurs travaux, et avant eux ceux de scientifiques comme Robert Lang, les objets inspirés par les origamis surgissent déjà dans notre quotidien. Les airbags de nos voitures, la déco,
les emballages, l'architecture, la mode. Leur utilité peut toucher tous les domaines, même les plus improbables, comme avec le projet Starshade, un programme de la NASA pour l'observation des exoplanètes. Le déploiement d'un disque de 35 mètres de diamètre bloquera la lumière des étoiles autour desquelles gravitent les exoplanètes, améliorant ainsi leur détection par les télescopes spatiaux. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup plus d'engouement au niveau de l'ingénierie et des applications d'origami en sciences. Vous pouvez faire des structures fonctionnelles qui changent fondamentalement leur forme, partant d'une chose plate ou d'une chose complètement pliée, et étant capables de se déployer dans des tailles différentes ou de changer complètement leur structure, passant d'une forme à une autre en se pliant. Le pliage vous donne le moyen de penser à la transformation des formes, comme les Transformers, avec lesquels j'ai grandi. C'est peut-être une des motivations. Le défi de la maîtrise du pli est en passe d'être remporté. Pourtant, la révolution origami n'est pas la déferlante qu'on pourrait attendre. Au-delà de quelques objets quotidiens et de splendides prototypes, comme cet abri d'urgence inventé par Tomohiro, la logique origami peut-elle réellement se généraliser dans nos sociétés comme elle l'est déjà dans la nature? Yves Klett, de l'Institut de design aéronautique de Stuttgart, y croit. Et il y travaille en portant l'origami dans le monde de l'industrie. Nous étions à la recherche de nouveaux matériaux pour les applications qu'on appelle sandwich, des applications à structure légère. Et nous avons trouvé ces structures qui sont inspirées par l'origami. Elles sont idéales pour des applications de type sandwich. Une construction de type sandwich ressemble à ceci. Nous avons deux couches extérieures, et dans ce cas, nous avons un noyau plié entre les deux. Et ce que nous gagnons est énorme en termes de solidité. Nous avons une structure très légère qui peut résister à des charges très élevées. Je ne peux désormais plus écraser cette partie, alors que le noyau en tant que tel pourrait s'avérer fragile. Avec cette combinaison, nous obtenons des composants très légers et très résistants. Avec quelques plis astucieux, vous pouvez concevoir une structure qui peut résister à plusieurs tonnes avec un simple morceau de papier. Notre expérience a marché. On a pu rouler sur seulement quelques grammes de papier avec une voiture. Et cela montre que notre idée d'utiliser de l'origami pour des constructions légères fonctionne véritablement. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut faire avec juste quelques grammes de papier, en sachant que cette structure est capable de supporter un poids bien plus élevé encore. En nous aidant à construire léger et résistant, l'origami pourrait en effet jouer un large rôle dans les technologies innovantes. Mais il souffre d'un lourd handicap pour son industrialisation, la nécessité de la main humaine pour le pliage. Yves Klett en a bien conscience et tient peut-être la solution. Solution qu'il garde d'ailleurs en partie secrète. Ce qui est très intéressant avec l'origami, c'est que vous pouvez réaliser théoriquement tous les objets que vous voulez, un nombre incalculable de structures différentes. Mais toutes ces structures ne sont pas adaptées à l'heure actuelle à une utilisation industrielle. Pour l'automatisation, la structure doit être plus ou moins uniforme. Je ne peux pas produire des plis différents partout. J'ai forcément besoin d'une structure qui se compose toujours des mêmes éléments, des éléments récurrents dont je peux automatiser la fabrication. Et voilà pourquoi nous travaillons avec des trames qui sont très régulières. Elles sont constituées de cellules unitaires simples, très simples même. Des éléments qui seront ensuite répétés encore et encore. Ceci est le seul moyen pour que les structures soient produites efficacement et automatiquement.
Et voilà où nous en sommes. Nous avons mis au point des prototypes de machines pour le pliage automatique et maintenant nous travaillons avec des partenaires industriels pour développer des produits avec eux. Ainsi sommes-nous en passe de savoir tout plier, même à échelle industrielle si besoin. Mais sommes-nous pour autant aussi efficaces que la nature en matière de pliage? Peut-être pas tout à fait, car la nature garde un avantage. Elle assemble et plie automatiquement, pourrait-on dire. Et là, difficile de rivaliser. Bien. Il y a un vol dans 3, 2, 1, partez. À l'université d'Harvard, l'équipe de roboticiens dirigée par Robert Wood se passionne pour cette aptitude de la nature à auto-assembler des formes par repliement. Pour Robert Wood, la nature, en fait, nous montre la voie pour construire plus librement à de petites échelles. Et c'est toute la robotique qui pourrait en être révolutionnée. Si je pense à l'exemple de l'assemblage d'une voiture, des milliers, des dizaines de milliers de composants sont requis. Maintenant, si je veux assembler quelque chose peut-être pas aussi compliqué, mais qui se situe à l'échelle d'un insecte ou encore plus petit, je ne vais pas être capable d'avoir une approche du type pièce détachée. On ne va pas pouvoir assembler des centaines ou des milliers de composants. En revanche, si on peut faire des choses qui sont auto-assemblées, et dans notre cas, nous utilisons le pliage comme moyen d'auto-assemblage, ça va nous permettre de faire des choses plus rapidement, plus précises. Robert Wood encourage son équipe à prendre des libertés par rapport aux règles de l'origami. Il invite à pratiquer quelques coupes et à empiler les pliages. Les possibilités se décuplent alors. Et un peu comme la nature ferait éclore une fleur ou s'animer un bourgeon, le corps d'un mini-robot se déploie, simplement par changement de température ou passage d'un courant électrique. Les moyens diffèrent de ceux de la nature, mais la logique reste très proche. Maintenant que nous avons la capacité de fabriquer de petites choses actionnées et articulées comme le RoboBee, nous pouvons appliquer ces techniques à d'autres domaines. L'électronique grand public, par exemple, ou la robotique chirurgicale, c'est-à-dire des endroits où on voudrait des dispositifs de petite taille, ou des choses jetables bon marché, un prototypage rapide, etc. Ce qui nous motive vraiment, c'est ce genre de domaine d'application. Robert Wood fait donc se rencontrer robotique et biomimétique grâce à la maîtrise de l'auto-repliement. L'un des derniers nés du labo en témoigne. Découpé dans une seule feuille en polymère, ce robot s'auto-replie à l'aide de charnières actionnées par augmentation de température. Quand il a atteint sa forme définitive, ses petits moteurs embarqués s'activent d'eux-mêmes, animent ses pattes, et il part en vadrouille. Le petit robot a fait le tour de la planète, au moins sur Internet, tant il a bluffé la communauté des chercheurs. La nature construit en pliant. Et avec l'origami, nous apprenons donc à faire de même. Ce n'est que le début d'un processus, mais force est de constater qu'on ne se débrouille déjà pas si mal. Le biologiste Ivan Huck considère néanmoins qu'en matière d'autorepliement inspiré par la nature, il est possible d'aller beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Car si la nature construit en pliant, nous n'avons peut-être pas réalisé à quel point et surtout jusqu'à quelle échelle. Ivan n'est pas un bricoleur du dimanche. Il dirige l'Institut européen de chimie et de biologie installé à Pessac, près de Bordeaux. Avant de rejoindre son labo, il est venu chercher de quoi nous montrer combien la vie est une affaire de plis. Ça peut paraître étrange, mais pour Ivan, différentes charnières accrochées à la suite les unes des autres fournissent un exemple simple et parlant des mécanismes essentiels du vivant. Et oui, les molécules de la vie. Les acides nucléiques comme l'ADN qui portent rien moins que nos gènes. Et les protéines
qui sont les chevilles ouvrières de notre organisme, sont des chefs-d'œuvre de pliage en 3 dimensions. Et il y a de très bonnes raisons à cela. Le vivant, on peut avoir un niveau de description qui est la constitution de systèmes organisés. On part d'un environnement naturel qui est chaotique, et la caractéristique du vivant, c'est qu'il s'organise et qu'il s'auto-organise. Et ce processus d'auto-organisation, il démarre à l'échelle moléculaire, et les plus petits objets très organisés qu'on voit dans le vivant, c'est les protéines repliées, les acides nucléiques avec leurs motifs repliés également. L'intérieur de nos cellules n'est pas un monde paisible, car à l'échelle des molécules, l'agitation est énorme. Un univers de chocs et de mouvements incessants. Or, pour fonctionner, le vivant a besoin de stabilité. Cette stabilité, il la trouve dans l'auto-assemblage d'objets repliés. Les protéines qu'Yvan Huck étudie en sont le parfait exemple. Les protéines sont assemblées dans la cellule à partir d'éléments s'accrochant les uns aux autres, comme le train de charnière fabriqué par Yvan. D'incroyables petits origamis, pliés non pas à partir d'une feuille, mais de brins à une dimension. Voilà, l'ensemble est constitué. Chaque charnière étant articulée selon un angle, disons, idéal, la protéine se replie et se tortille jusqu'à atteindre sa forme repliée stable. Le brin à une dimension devient alors un objet stable en 3 dimensions, capable de résister au tumulte du monde cellulaire. Autant de protéines, autant de formes repliées différentes. Et à chaque forme, une fonction. Toutes les fonctions vitales de notre métabolisme. La respiration, par exemple, avec l'hémoglobine qui fixe l'oxygène. Donc la fonction dérive de la forme dans le vivant, et ce que ça sous-entend, c'est que si l'objet n'est pas replié correctement, la fonction sera altérée. Il y a beaucoup de pathologies connues qui sont liées à des défauts de repliement. En effet, un défaut dans le repliement de l'hémoglobine et les globules rouges n'auront plus leur forme optimale. Ils n'emporteront plus assez d'oxygène, entraînant une maladie redoutable appelée anémie falciforme ou drépanocytose. Comprendre le repliement des protéines est donc une préoccupation majeure de la recherche contemporaine. Déceler les défauts de pli, savoir les réparer, ce serait un immense progrès. Mais il y a tellement de combinaisons possibles de plis que pour l'instant, les chercheurs se perdent en route. En revanche, ils peuvent s'inspirer du principe. L'idée, mimer l'auto-assemblage d'une protéine, mais en se limitant à une forme simple. Une forme dont on peut créer et exécuter le schéma de pliage de manière contrôlée. C'est le projet des foldamères, terme issu de fold, plié en anglais, et mère, l'unité en chimie. Les maillons en quelque sorte. Donc là, on est en train d'assembler des foldamères. Le processus passe par l'activation des maillons un par un pour les accrocher à la chaîne. Et de cette façon-là, on peut avoir des maillons qui sont tous différents les uns des autres. C'est surtout une gestuelle, c'est de la manipulation, c'est vraiment fait à la main. Néanmoins, les propriétés des objets qui sont fabriqués sont extrêmement sophistiquées. Avec les foldamères, la logique origami nous permet de créer de nouvelles molécules, chargées de fonctions spécifiques, livrer des médicaments au cœur des cellules malades. Ou comme dans cet exemple, détecter des substances indésirables ou même toxiques. Le foldamère, ici en forme d'hélice, s'ouvre pour piéger une molécule de la substance recherchée et se referme pour la capturer. Une fois la substance capturée, le foldamère émet de la lumière par fluorescence, signalant ainsi la détection. Avec les foldamères, nous assistons à l'apparition de nouveaux outils inspirés des systèmes de pli et opérant à des échelles infimes. Nous attendions-nous à débusquer la logique origami à une si petite échelle ? Le pli est au cœur de la vie. C'est en quelque sorte son mécanisme fondamental. Et cela, quelle que soit l'échelle à laquelle nous observons. Sur la côte est des États-Unis, à Baltimore, une application pour le moins inattendue de l'origami se développe.
Un astrophysicien de l'université Johns Hopkins, Mark Nearing, met au point un nouveau modèle pour expliquer les structures de l'univers. L'un des grands défis de l'astrophysique contemporaine réside dans la création de modèles pour parvenir à représenter la structure de l'univers et les différents types de matière qui le composent. Il y a la matière dite ordinaire, qui répond aux lois classiques de la physique et dont nous sommes faits, ainsi que planètes et soleils. Mais aussi la très énigmatique matière noire, plus abondante, mais que nous ne pouvons pas voir. Le domaine de prédilection de Mark Nearing, c'est la matière noire. La matière noire a commencé à s'accumuler presque immédiatement après le Big Bang. Et nous n'aurions pas toutes les structures que nous voyons dans l'univers aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette matière noire. Elle a commencé à s'agglomérer immédiatement. La matière ordinaire a commencé à former des structures basées sur la matrice, le squelette que la matière noire avait laissé. Donc la matière noire est vraiment à la base de la compréhension des structures que nous voyons aujourd'hui, à l'exception de ce qui se passe à l'intérieur même des galaxies, où la matière ordinaire joue évidemment le rôle principal. Mark cherche à modéliser le réseau de matière noire qui structurerait l'univers, avec ses filaments tissés dans les immensités cosmiques et ses points de chevauchement, des nœuds au sein desquels la matière ordinaire s'est concentrée. Pour figurer la dynamique des filaments de matière noire au niveau de ces nœuds, Mark utilise des formes géométriques, en l'occurrence des polygones qui se superposent. Au centre, une structure triangulaire apparaît. Or, inspiré par les origamis, Mark a découvert qu'un pliage en torsion restitue idéalement le mécanisme de ces nœuds de matière noire. Avec un pli en torsion, vous avez de petits polygones, disons un triangle. Ainsi, ici nous avons un triangle et passer de l'état déplié à l'état plié, cela implique de tordre le triangle. Bien que ceci soit une structure de matière noire, il y a aussi accumulation de matière ordinaire dans sa direction. Donc la galaxie se formerait ici. C'est assez simple. Je pense que c'est très prometteur parce qu'on peut fabriquer un modèle de l'univers. On peut plier notre propre univers. C'est une approximation crédible qui permet de montrer que l'univers se forme selon un modèle origami. La façon dont les éléments du cosmos tournent est très explicite avec un tel modèle. Nous voyons dans l'univers que les galaxies voisines ont tendance à être en rotation dans un même sens. Et c'est ce que montre ce modèle origami. Mark a proposé à ses étudiants de plier un modèle en papier issu de ses derniers travaux. Le schéma de pliage représente l'organisation de la matière noire dans une portion de l'espace. Les points figurent les galaxies. Là où sont les plis en torsion, il y a accumulation de matière noire et donc un plus grand nombre de galaxies. Le modèle reproduit également avec justesse le sens de rotation des galaxies et leurs interactions. Ne tendez pas trop le papier, parce qu'il va se contracter ensuite. Mark est ravi de la pertinence de son modèle origami. Dans un domaine où l'abstraction scientifique rend la connaissance difficile à appréhender, l'approche par le pliage apporte un peu de concret et de beauté. Elle nous captive et nous aide à rêver, sans doute plus facilement que devant des lignes d'équation. Voyager dans la logique origami nous offre des clés fondamentales pour la compréhension de l'univers. Des immensités de l'espace jusqu'au cœur de nos cellules. Ce voyage est initié par un mariage inédit entre l'art et la science. Comment imaginer que le pliage d'une simple surface plane nous porte vers la découverte d'un code universel de la nature? Pourtant, quelle que soit l'échelle à laquelle nous les observons, les systèmes de plis sont à l'œuvre.
Ils nous aident à comprendre comment la nature se structure et s'organise, comment le vivant se développe et se maintient. Nous nous en inspirons pour créer et construire un peu à sa manière, à mesure que se révèle à nous notre monde ampli.